sur le début, où je vous avais simplement fait un rappel de l'épisode précédent pour ceux qui n'étaient pas là au début du mois de juin, pour vous dire qu'on n'a pas eu ces idées-là à partir de rien, mais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce problème. Pardon, dont François, et il faut lui rendre hommage. J'en ai discuté aussi avec Olivier Lepentier. Bien sûr, sans caricaturer, même si c'est quelque chose de très multifactoriel, on est dans un système aujourd'hui où on essaie en tant qu'encadrant de se centrer sur les jeunes. Et quand on regarde aussi ce qui se passe en termes statistiques sur les jeunes aujourd'hui, quand on regarde sur le territoire français, c'est un suicide d'interne par mois en France, hein, à peu près. Donc bien sûr, il y a plein de causes là-dedans, mais c'est une des causes. Je pense que c'est une errance et une insuffisance managériale tout à fait majeure. Je ressors quelques points ici. Éviter les conflits d'intérêts entre responsables pédagogiques et responsables des services. Différencier les fonctions universitaires et managériales. Donc, voilà, les choses avaient déjà été évoquées. Ça, c'était le travail de Rodolphe Bourré, également à Valenciennes, qui avait travaillé sur justement le renforcement de l'animation d'équipe. Et puis, le travail du groupe des 26, dont on a parlé également, qui travaillait sur, effectivement, qui avait réfléchi sur l'insuffisance managériale et les efforts très importants à faire là-dessus comme élément d'innovation propre et absolument capital. J'ai trouvé également cette notion qui est intéressante, qui s'appelle le servant leadership, qui vient encore une fois de l'industrie. J'ai croisé beaucoup de chefs de service dans ma carrière dont le postulat était que le service était à leur service. Ce modèle-là, c'est l'idée que le chef de service est le premier serviteur du service. Je pense que c'est intéressant à méditer aussi également dans une perspective d'innovation. J'avais conclu la dernière fois en disant les médecins ne peuvent ni ne doivent tout faire. Je pense qu'on ne peut pas, je suis PUPH, je ne peux pas faire bien l'hospitalier, la recherche et l'enseignement, tout en même temps, au même niveau. Je le regrette, hein, mais en tout cas, j'en suis incapable. Et puis, rappeler aussi que le chef de service est un manager, qu'on devrait probablement dissocier la compétence médicale de la compétence managériale. Ça paraît tellement évident dans toute entreprise qu'il va falloir qu'on s'en inspire un petit peu. Une dépendance peut-être aussi de la DRH de l'hôpital, et il doit être bien sûr formé, être un manager et évaluer pour ça. Là aussi, beaucoup de choses à faire. Alors, une proposition, et puis je voudrais vraiment parler peu et qu'on ait des retours de votre côté pour rendre cela opérationnel. C'était l'idée de redéfinir non plus 3, mais 4 valences médicales. Encore une fois, ça peut aussi s'appliquer aux paramédicaux. La valence clinique, l'enseignement, la recherche et le management. Il y a bien sûr un effort à faire sur la formation à la valence managériale, avec une priorité absolue, je crois, qui est la bienveillance et la qualité de vie au travail. J'ai beaucoup aimé le topo de tout à l'heure sur l'historien qui parlait de la fragilité des soignants. J'aimerais bien qu'on parte de ça aussi comme postulat vis-à-vis de nos étudiants. Apprendre à s'occuper de la santé, de la maladie, de la mort des gens, c'est fragilisant et on doit d'autant plus s'occuper d'eux. Et puis bien sûr, une démarche appréciative d'évaluation de ces médecins managers, praticiens managers. Il va falloir aussi se mettre là-dessus, travailler sur les valeurs, le pourquoi, bien sûr. Et puis tout à l'heure, il y avait une réflexion sur le fait que les millénials avaient besoin de sens. Je crois qu'on avait aussi besoin de sens, nous. Ce dont ils ont besoin, par contre, peut-être plus que nous, notre génération, c'est de projets concrets. Moi, j'ai assisté beaucoup à des recrutements, je dirais, opportunistes. Il y a un poste qui se libère, hein, il faut vite le prendre, etc. Quand on leur propose ça, ils ne comprennent pas. Ils ont besoin d'un projet dans lequel ils vont s'insérer. Donc cette proposition que je vous fais, c'est un potentiel, un outil RH que j'ai appelé la matrice de carrière, qui bien sûr est une trame qui va varier en fonction de chaque discipline, et en particulier en fonction des besoins territoriaux dans la discipline, et discipline par discipline. L'idée, c'est de pouvoir donc alterner le choix de 2 valences sur les 4 valences dont on a parlé au cours de sa carrière, parce que les besoins changent, les envies changent, l'expérience n'est pas la même, et c'est peut-être plus logique. Encore une fois, c'est une proposition d'un début de carrière plus centré sur la clinique et l'enseignement, peut-être plus après sur l'enseignement et la recherche, un retour un petit peu à la clinique, et puis potentiellement la partie managériale un peu plus tard. Encore une fois, c'est surtout pas fermé, avec bien sûr l'importance de l'évaluation à la fin de chaque contrat, durée à définir. Est-ce qu'on fait ça sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. L'anticipation des formations nécessaires au changement de valence sur les contrats suivants. Et là, je crois que le DPC peut devenir un vrai outil aussi de GPEC, comme vous en parliez, parce que dans ce DPC, on va pouvoir mettre la recherche, les masters,
on va pouvoir mettre la formation médicale continue, on va pouvoir mettre la formation au management et essayer vraiment de le déployer comme un outil opérationnel. Encore une fois, j'ai l'impression aussi que la bonne échelle, on parlait d'échelle, ce serait aussi peut-être le territoire. Et puis après, j'ai mis les dollars, hein, il y a aussi une question de moyens dont il est important de parler, et puis de valorisation, tu en parlais également. C'est un peu un tabou, hein, en France, on n'ose pas, à un moment donné, on n'ose pas dire que peut-être qu'il y a des motivations. Alors bien évidemment, elles ne sont pas que financières, elles prennent plein de formes, des formes de ressources, des formes de temps dédié, tu disais. La première, David disait, toute contribution mérite rétribution. C'est vrai que ce n'est pas un modèle très français. Moi, j'ai l'expérience du Canada qui m'a beaucoup appris là-dessus. Et j'ai commencé, en rentrant du Canada, à prendre cette culture du systématiquement dire merci aux collaborateurs. C'est un truc d'une puissance incroyable, hein. C'est bête comme vraiment ça, pour le coup, ça ne coûte pas cher. Et au début, ça surprend beaucoup les gens, hein. Moi, c'est mes premières vacations de scan où systématiquement, à la fin de la vacation, je passais la tête avec mes gens, je disais « Merci beaucoup pour cette vacation ». Ils me regardaient avec des yeux. Qu'est-ce qu'il veut, mais qu'est-ce qu'il... Non, ça marche, hein. Les gens n'attendent, entre guillemets, que ça, parfois. Donc, il ne faut pas s'en priver. Et bien sûr, il y a d'autres choses à faire. Il y avait l'expérimentation, à un moment donné, des contrats de praticiens cliniciens avec un intéressement à l'activité. C'est un facteur important. Moi, je suis dans une spécialité qui est la radiologie, où, quand je veux garder les jeunes, entre guillemets, en restant avec moi, ils divisent leur revenu par 3. Ah ben, oui, c'est dur de se battre, hein, à un moment donné. Donc, si j'ai des motivations aussi financières par ce type de contrat-là, il ne faut pas s'en priver. Alors, comment rendre cela opérationnel également? Je pense que c'est probablement du domaine de l'expérimentation. On a beaucoup parlé de l'article 51, ça peut peut-être s'intégrer là-dedans. Il y a une notion importante où j'ai besoin aussi de vos retours et de d'autres points, c'est le choix du terrain. Je ne suis pas certain que le CHU soit forcément le premier terrain le plus favorable, ou un gros CHU, suivez mon regard, soit forcément le terrain le plus à même pour une première expérimentation. Et comme disait aussi David, on va avoir besoin aussi beaucoup d'agilité, c'est-à-dire d'avoir un retour assez rapide. On ne va pas pouvoir prendre 4 ans d'évaluation pour voir comment ça marche. Il va falloir avoir un retour rapide pour voir si ça marche ou pas. Voilà, j'ai fini. Parfait, en plus, on a vu l'intitulé du rapport, donc là je vais pouvoir présenter très rapidement. Bah, pas du tout, non, sur les conclusions, mais finalement, enfin même pas les propositions, c'était même pas les conclusions. Donc là, ça va pouvoir vous présenter un peu les chiffres. Ah bah super. Donc en fait, c'était une enquête que j'ai réalisée il y a 2 ans en tant que chargé de mission à l'Intersyndicat national des internes, et qui avait pour objectif d'identifier des facteurs d'attractivité, c'était aussi dans le cas d'un Master 2 de l'EHESP, des facteurs d'attractivité pour les jeunes médecins à l'hôpital public. Voilà. Et en fait, en réalisant le début de mes travaux, la revue de la littérature, j'ai vu qu'il y a déjà plusieurs rapports sur le sujet, avec de très nombreuses propositions, très variées, très diverses. Donc moi, j'avais relevé 172 mesures issues des travaux précédents, FHF, syndicats, etc., qui, bon, globalement, étaient un peu toujours dans les mêmes thèmes, hein, que j'ai rappelé ici, sur la gestion et développement de carrière, les conditions d'exercice, la qualité de vie au travail et la rémunération, qui étaient toutes très différentes, mais qui traitaient essentiellement plutôt donc, dans la fidélisation, puisque c'était plutôt des mesures qui étaient à viser des praticiens, et finalement, il n'y avait que 5 mesures sur ces 72 qui visaient finalement l'internat. Donc, pas forcément au moment du recrutement initial, ce qui était un peu dommage. Donc, j'ai décidé de faire une enquête, donc non pas pour trouver des nouvelles mesures, puisque je me suis dit qu'il y en avait déjà largement assez, mais plutôt pour les prioriser, c'est-à-dire finalement, maintenant je pense que voilà, chacun s'est exprimé sur les potentielles mesures à mettre en place. Maintenant, quelles sont celles qu'il faudrait mettre en priorité en place avant les autres, est-ce qu'elles sont toutes utiles ou non? Donc, je les ai regroupées, on a envoyé un questionnaire aux internes de toutes les villes de France, et avec certaines questions pour croiser sur des caractéristiques des personnes. Et l'idée était de noter en fait chaque mesure entre 1 et 10, en expliquant bien que 1, c'était une mesure qui semblait
totalement inutile, c'est-à-dire que pour eux, si on mettait en place cette mesure, ça les ferait absolument pas rester, et 10 par contre étaient quasiment sûrs qu'ils restent, rien qu'avec cette mesure. Donc on a eu 1472 réponses de toutes les spécialités, beaucoup moins dans certaines, la médecine du travail et la santé publique, mais bon, ça, on ne peut pas leur en vouloir, c'est évident. Et avec toutes les villes n'ont pas répondu, mais globalement, des grandes villes, des plus petites, et un petit peu partout sur le territoire. Donc, globalement, sur les résultats, alors il y avait des premières questions sur ce qu'ils souhaitaient, sur ce qu'ils envisageaient, eux, comme type d'exercice. Et ce qu'on voyait, c'est que donc, il y avait 52% qui étaient plutôt sur un exercice hospitalier, 32 ambulatoires. Alors 16 autres, bon, il y a peut-être eu des incompréhensions et justement des spécialités qui sont sur d'autres types d'exercices. Parmi ceux qui souhaitaient faire de l'hospitalier, donc 87% qui envisageaient plutôt de rester dans le public. Donc un très fort taux d'intérêt initial pour l'hôpital public. Et qui était, moi, qui m'a un peu surpris au vu des potentielles difficultés de recrutement après. Donc, en tout cas, c'était intéressant. Ensuite, dans ce qui est de l'attrait des carrières universitaires, alors, ça peut paraître pas si mal, 37%. En fait, c'est pas si bon parce que c'est vraiment ceux qui souhaitent faire de l'universitaire parmi ceux qui souhaitent un exercice public hospitalier. Donc, ça veut dire qu'ils envisagent d'être dans l'hôpital public et parmi ceux-là, finalement, ils ont envie d'être à l'hôpital public, mais parmi eux, il n'y en a que 37% qui seraient intéressés par l'universitaire. C'est pas si mal, mais ça veut dire que c'est pas très attractif, parce que ça veut dire qu'ils ne se battent pas pour être universitaires. Ensuite, en termes de post-internat, donc il y avait là beaucoup plus, 68% qui le souhaitent, mais bon, ça avec l'accès au secteur 2, etc., il y a d'autres enjeux. Et sur les types de post-internat, c'est toujours chef de clinique qui est majoritairement souhaité, mais bon, on commence à savoir qu'il y a des problématiques de compréhension. Enfin, après, il y a des avantages perçus et des incompréhensions sur les types de statuts auprès des internes, donc c'était un peu difficile à envisager. Ça, c'était juste une statistique qui est intéressante, même si ça sort encore un petit peu du domaine de l'attractivité, c'est que si j'ai pas la capacité statistique de savoir si c'est significatif ou non, on voit quand même qu'il y a une différence entre femmes et hommes dans le souhait de carrière universitaire. Donc là, on ne peut être que spéculatif, mais s'imaginer qu'il y a peut-être une autocensure des femmes ou en tout cas une perception de difficulté de l'accès universitaire ou alors un souhait moindre, ce qui paraît pas forcément le plus logique. Et donc sur les résultats pour les mesures, donc tout interne confondu, les premières mesures, donc les mesures qui sont jugées les plus importantes en termes d'attractivité, il y avait donc alors il faut dire qu'on a rajouté certaines mesures après discussion entre les présidents des différents syndicats de ville, et certaines qui étaient un peu d'actualité. Donc le respect du repos de sécurité à la suite des gardes, mais bon, a priori maintenant ça s'est fait. Voilà, mettre en place des formations de qualité, respecter le temps prévu à ces formations, améliorer les conditions de vie au travail, améliorer la compatibilité vie pro, vie perso, diminuer la lourdeur des tâches administratives, augmenter et régulariser les rémunérations des gardes et astreintes, donc qui arrivaient en 6e. Et les mesures les moins populaires, mais qui restaient quand même avec des scores, parce que je rappelle, ça allait de 1 à 10, avec des scores quand même qui étaient au-delà de 5, qui étaient donc un accueil individuel par la direction, contractualisation des médecins pour rendre plus lisibles donc, les missions, donc voilà, en termes de développement de carrière, avoir la possibilité d'impliquer plus facilement dans la vie institutionnelle, donc les projets, les valences, etc. Participer à des activités de plus de recherche, d'innovation. Des travaux de décision de l'établissement, donc participer au management, etc. Donc c'était pas trop les fonctions managériales qui étaient pas trop, enfin qui restent avec un score correct, mais qui n'étaient pas prioritaires, il semble, pour les internes. Bon, je vais peut-être passer pour pas prendre trop de temps, mais disons qu'après, dans le rapport, tout est décliné par spécialité et par différents souhaits pour avoir vraiment par chaque catégorie toutes les mesures qui sont les priorités des mesures. Donc globalement, la conclusion globale sur toutes les analyses, c'était qu'il y avait quand même un intérêt important pour l'exercice hospitalier. On a vu 87% parmi ceux qui souhaitaient faire de l'hospitalier. Donc des mesures d'attractivité parmi celles qui ont été proposées, qui sont globalement toutes pertinentes, puisque la note minimale reste au-dessus de 5. Mais dans tous les cas, il y a quand même une priorité à mener. C'est-à-dire que donner la possibilité de faire des choses supplémentaires, du management, de la recherche, etc., c'est bien. Mais s'il n'y a pas le fondamental qui est des conditions de travail et une qualité de vie au travail qui est correcte ou bonne,
c'est pas ça qui fera rester. Voilà. Il faut ce minimum-là pour que le reste puisse être vraiment des mesures d'attractivité fortes. L'exemple que je donnais, c'est très simple, c'est de toute façon, on s'imagine travailler là où on va en stage. Donc si on passe un excellent stage, on a l'impression que la qualité est bonne, l'encadrement, parce qu'il y a une notion de formation, la formation, l'encadrement est bon et donne envie, on a envie de venir y travailler par la suite. Et encore plus de s'impliquer dans des projets du service, si tant est qu'on est intéressé. La rémunération, donc c'est un sujet important parce qu'on entend très très souvent, voilà, on gagne 3 fois plus, etc. Alors c'était un sujet, c'était pas exclu du tout, mais c'était secondaire. Là, pour le coup, c'est pareil, c'était vraiment la qualité de vie et les conditions de travail qui étaient primaires. Et ensuite, il y avait des questions liées à la rémunération. Et parmi ces questions de rémunération, celles qui paraissaient prioritaires, c'était pas nécessairement le salaire de base, c'était plutôt les rémunérations qui étaient en lien avec les exercices difficiles. C'est-à-dire que les premières demandes de mesures d'attractivité, c'était plutôt augmenter les salaires liés, les rémunérations des gardes, des astreintes, voilà, des choses qui sont contraignantes, et pas forcément juste avoir une rémunération globale plus élevée. Donc ça, c'était aussi assez intéressant. Et voilà, et donc parmi les différentes propositions, mais les deux qui étaient plus importantes, c'était celles qui étaient dans la présentation précédente, mais évidemment, améliorer les conditions de vie au travail et la qualité de vie au travail, améliorer la gestion du temps, donc qui fait partie de la qualité de vie au travail, mais est-ce qu'il y avait sur la lourdeur des tâches administratives, sur le temps de vie pro, vie perso, à essayer d'organiser au mieux. Les rémunérations dans une seconde mesure, et je rajouterai quelque chose que je n'avais peut-être pas mis à l'époque, mais qui est sur maintenant, il y a un grand intérêt sur les exercices territoriaux, c'est-à-dire les exercices multisites. On voit que c'est quelque chose qui commence à intéresser, et aussi les exercices mixtes qui intéressent, c'est-à-dire pouvoir faire un peu de public, un peu de privé, ou de médico-social, etc., ou en tout cas de diversifier l'activité, ce sont des choses qui intéressent beaucoup. Voilà. Et sur les propositions, donc elles ont peut-être déjà été présentées. Donc pour ce qui est d'éviter les conflits d'intérêts entre responsables pédagogiques et responsables des services, ça c'est du vécu de tout représentant d'interne. C'est-à-dire que les responsables de la formation des DES sont aussi les chefs de service des CHU, et parfois, pas toujours heureusement, mais trop régulièrement font en sorte d'essayer de garder les internes dans leur service et peuvent pénaliser aussi les plus petits établissements en contraignant, en utilisant leur qualité pédagogique de responsable. Voilà, prioriser les missions universitaires, ça c'est autre chose. Et voilà, et surtout différencier les fonctions universitaires et managériales, mais ça du coup ça a déjà été présenté, c'est-à-dire pour pas que les responsables de l'enseignement puissent accorder plus de temps à l'enseignement ou à la recherche, et que les responsables des services de gestion et du management soient plus spécialisés sur ces domaines-là. Et de manière générale, donner plus d'autonomie aux hôpitaux. Ça, c'est un autre sujet, mais si vous voulez en parler, j'en serais ravi. Voilà, merci. Merci. Alors, à moins de 4 minutes, je vous dis 2 mots, puisqu'on devait tous apporter un petit élément. C'était l'expérience qui s'est vécue au CHU de Nîmes. Alors, je dirais 2 mots. Un, sur ce qu'on avait mis en place, parce qu'on s'est tous confrontés à cette situation. Et on ne savait pas comment attirer un petit peu et maintenir nos jeunes. Donc, on a mis en place une formation du management au leadership qui tourne depuis 7 ans. Et comme vous l'avez dit, on a supprimé progressivement le fait que ce soit des chefs de pôle ou des chefs de service pour prendre les jeunes pousses dynamiques. Et prendre les jeunes, et on les a associés avec des gens qui étaient médicaux et administratifs simultanément. Et tout le monde était ravi, d'ailleurs. Tout le monde a découvert qu'on pouvait se parler. Alors ça, c'est la première notion. Et dans cette formation, il y avait 3 thèmes. Un qui était la communication et la gestion du management. 2, une initiation à l'économie. Et 3, l'éthique. Et je vous promets que la section éthique, tout le monde a tiqué quand je l'ai proposé au début, c'est le cas de le dire. Eh bien, si vous voulez, tout le monde en redemande. Donc cette formation est très attractive et c'est quelque chose qu'on pourra développer même sur les territoires. La deuxième question que je voulais poser, c'était comment nous soutenons les jeunes équipes. Et j'ai pris l'équipe de chirurgie orthopédique qui travaille sur le canal carpien, qui monte un système complètement, comme on dit, en rupture par rapport aux habitudes habituelles, puisque vous avez ici la technique qui est habituelle
avec un geste qui est fait au bloc opératoire, une anesthésie au moins loco-régionale, un arrêt de travail de 5 à 7 jours, alors que la technique qu'il propose, c'est un arrêt de travail d'1 jour. La technique se fait en salle de consultation, validée par les services d'hygiène, sous contrôle échographique et en discutant avec le patient. Il n'y a pas de garrot, plus rien. C'est une discussion, il vient en civil et on discute avec lui. Et il reprend son activité au bout de 3 semaines, alors que dans les autres techniques, il est au bout de 5 à 6 semaines. En termes de changement de paradigme, je vous ai résumé ce qu'ils m'ont raconté, la qualité du vécu, parce qu'il n'y a plus de stress, le patient discute et il repart. Quasiment comme il était arrivé, habillé et en discutant. Meilleure efficience, l'aspect organisationnel qui est important pour quelqu'un qui est un chirurgien, c'est du temps de bloc opératoire libéré et du temps d'anesthésiste détaché et libéré. Je ne sais pas si vous voyez, puisque c'est l'opérateur qui fait tout. Et surtout, on est en train de faire un changement conceptuel. Et comment on aide ces jeunes équipes à s'y retrouver, puisque en fait, les chirurgiens vont pouvoir faire ces actes quasiment comme s'ils s'installaient pour les libéraux, en particulier les cliniques qui ont tout structuré autour de centres d'orthopédie lourds chez eux. Les chirurgiens vont pouvoir s'installer dans leur cabinet pour les faire. Je ne sais pas si vous voyez la révolution qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'ils vont gérer ça comme des dentistes, avec la même qualité technique et la même complexité. Donc, ceci est important. Il y a l'aspect économique, et donc comment on va faire évoluer, et nos structures, comment elles soutiennent, parce qu'il y a 4 ou 5 équipes qui travaillent là-dessus, comment nous soutenons ces jeunes pour qu'ils restent. Parce que, je vais vous dire, l'attractivité là, vers l'extérieur, elle n'est pas à 100%. C'est une tornade là, qui est en train d'arriver. Comment on les accompagne, comment on soutient ces jeunes, comment on permet aux différentes structures cliniques, hôpitaux, d'accompagner ces projets ou non, et aux médecins de participer à ces formations et à ces changements structurels. Je vous avais promis 4 minutes, c'est fait. Donc, on en est aux questions, réponses et au débat. Oui, donc merci pour ces présentations. Moi, j'avais une petite question justement sur l'attractivité médicale et puis la notion de chefferie de service. On a vu quand on a installé les chefs de pôle que certains ont dit les chefferies de service, ça ne sert plus à rien, etc. Donc si je vous ai bien entendu, vous dites qu'il y a besoin quand même d'avoir encore sur des unités médicales ou des services un portage managérial. Et si je vous suis encore, vous dites qu'on pourrait détacher la fonction historique de chefferie de service de la fonction managériale. C'est-à-dire que dans un service, est-ce que la solution, c'est de continuer les chefferies de service ou des responsables d'unités médicales qui ont des missions managériales, ou j'ai cru comprendre que vous disiez qu'on pourrait détacher les deux et avoir des personnes qui fassent du management, peut-être pas à vie d'ailleurs, mais qui auraient des cahiers des charges managériaux. Ça, c'est quand même très nouveau. Je vais juste préciser, après, je n'ai pas de réponse absolue sur l'échelle. Est-ce que c'est au niveau de l'équipe, du service, du pôle, etc. Je dirais, tout dépend de comment c'est déployé, et tout dépend aussi de l'endroit où on est. Les pôles, en fonction des villes, n'ont pas tous la même taille, etc. La seconde idée, c'est de simplement, entre guillemets, de dire, finalement, le chef de service ne devrait être sélectionné, recruté et évalué que sur sa compétence managériale. Voilà, entre guillemets, on s'en fout s'il est un très bon chirurgien ou un mauvais chirurgien, du moment qu'il est un bon chef de service. Voilà. Ce qui voudrait dire que, et en fait, je ne sais pas s'il y en a, nous, on a eu des chefs de pôle qui n'étaient pas PUPH dans les services universitaires. Et c'est passé très bien, très très bien. Tout le monde a frémi quand on a dit oui. Et en fait, c'est une très bonne idée. Si on veut être PUPH, je pense qu'à terme, on aura de plus en plus de mal à être chef de service ou chef de pôle. Enfin, je suis un peu provoqué. Non, je partage tout à fait parce que en plus, parce que j'ai vu qu'il y avait des possibles contestataires. C'est vrai que en fait, c'est parce que ça va dans l'évolution des perceptions. Mais c'est-à-dire que justement, alors moi je trouve que le terme chef de service justement est à bannir parce que faut arrêter avec les chefs et chercher plutôt des leaders. Et justement dans le management de proximité, qui est celui des services. Quelqu'un qui va être moteur dans les équipes, qui va faciliter la vie, etc. En effet, entre ça et les compétences cliniques, il peut y avoir une différence. Mais ça impose de sortir du modèle actuel, parce que le chef de service qui était le meilleur praticien finalement. Après, moi, j'ai un autre avis entre la gestion de pôle et la gestion de service, c'est-à-dire que je différencie la gestion de service qui serait en effet très
managériale, management de proximité, des personnes une par une, on connaît tout le monde, on sait très bien, etc. Et le pôle qui me semble être plus de la gestion, plus que du management, et là, plus administrative. Il y avait des questions, oui, dans la salle. Ne bouge pas, tiens. Bon, c'était très intéressant. Je ne suis pas tout à fait d'accord en disant qu'un mauvais chirurgien peut être... Il faut quand même garder une crédibilité, parce qu'il faut que le chef, alors on peut l'appeler chef, tout ce qu'on veut, on peut jouer sur les mots, mais le responsable d'une équipe doit avoir une crédibilité vis-à-vis de son équipe. Alors c'est pas le critère de nomination ne doit pas être le fait qu'il soit le meilleur ou qu'il ait le plus publié, mais ça ne peut pas être, non plus être quelqu'un qui est considéré par l'équipe comme un mauvais. Parce qu'autrement, il va avoir aucune crédibilité, aucun leadership. Ça, je crois que c'est le premier point que je voulais souligner. Ce qui n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit non plus. Hein. Oui. Je précise. Ouais, voilà. Parce que je crois que par ailleurs, il faut probablement qu'actuellement, effectivement, on choisit le plus ancien dans le grade le plus élevé d'une certaine façon, et puis il devient... voilà. Je pense qu'il faut être vraiment très vigilant sur le choix des leaders, ou des responsables, plutôt que des leaders. Des responsables d'équipe à tous les niveaux. Et pour le moment, on ne les choisit pas toujours comme ça. Parce que je crois qu'il faut à la fois qu'ils aient une appétence, mais qu'ils soient également tolérables pour l'équipe. Parce que autrement, on va forcément, d'ailleurs c'est vrai pour les directeurs, hein, on va forcément à la catastrophe. C'est des catastrophes annoncées et on le sait parfois. Donc je pense que c'est de la responsabilité de l'équipe dirigeante de choisir les responsables. Et ça doit être fait avec, je dirais, vigilance. Ce n'est pas toujours le cas, me semble-t-il, en tout cas dans mon expérience qui commence à être ancienne. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, et moi je l'ai toujours défendu quand j'étais président de la conférence des PCME, je crois qu'il faut vraiment... commencer à la base. Et je partage tout à fait les choix que vous avez faits à Nîmes. Je crois qu'il faut prendre il y a différents niveaux dans la carrière. Tout médecin hospitalier, alors je pense que c'est plutôt du post-internat que de l'internat. Tout médecin hospitalier va être responsable d'une équipe ou de conduite de projet, quel que soit son niveau. Alors évidemment, en montant en ancienneté, ça va être une petite équipe au départ, une unité, une sous-unité, ça va être un projet particulier, puis au fil du temps, avec l'expérience, on monte. Et moi, je me souviens assez de l'expérience de la Mayo Clinique, qui est intéressante, où on commence à former tout le monde au management. Et moi, je me suis toujours battu avec les ministres, et sans succès, je dois le dire, pour qu'on forme les médecins hospitaliers progressivement au management, pour deux raisons. D'abord, parce que ça va éviter des conflits permanents et des conflits de loyauté, des conflits internes qui mènent à, sans aller jusqu'au suicide, mais en tout cas à des mal-être. Et puis, la deuxième chose, c'est parce que ça va leur permettre de s'intégrer. Parce que je crois qu'une des choses... Actuellement, on est nommé et après, basta, quoi. Mais on n'intègre pas à une culture d'établissement. Moi, j'ai toujours veillé à ce que les gens qui soient nommés soient au moins au courant du projet d'établissement, du projet médical. Actuellement, il y a des gens qui sont nommés sans savoir sur quoi ils sont nommés et quel est le projet. Et je pense que ça, c'est... Et la troisième chose que je voulais dire, je vais arrêter là, hein, rassurez-vous. Je pense aussi qu'il faut peut-être utiliser des outils dont on a peu parlé, mais qui sont le coaching, par exemple, ou des groupes de co-développement. Enfin, on peut appeler ça groupe de co-développement, je ne sais pas comment on peut le dire, mais enfin... et ça permet aux gens de travailler dans une structure, de pouvoir partager et de pouvoir... disons, évoluer collectivement. Finalement, on est assez d'accord, notamment sur la légitimité dont vous parliez au début. Hein. Moi, je mettrais même le mot exemplarité. Exemplarité, je suis d'accord. Et ce qui suppose de mettre aussi en œuvre la culture d'évaluation. Donc, on a du travail. Et pour le coup, je serais peut-être plus extrême, entre guillemets. J'ai l'impression que cette culture, ce décloisonnement et cette... arrivée de la culture managériale dans le cursus médical, moi je le mettrais le plus tôt possible. Je crois parce que les études médicales, elles sont aussi en train de changer profondément. On parle de l'arrivée de l'IA, etc.
Et je crois qu'on va avoir besoin de travailler sur le savoir-être de nos futurs médecins. Moi, quand je fais du recrutement aujourd'hui de jeunes, ils ont passé la PACES, ils ont passé le CN, toute nouvelle compétence sera acquise. C'est une question de délai, 3 mois, 6 mois. Donc je ne recrute plus que du savoir-être. Donc je crois qu'il faut qu'on travaille là-dessus et que ça passe sur la communication et sur aussi la partie managériale.